encore pour cette nouvelle conférence Projet urbain. Nous continuons à explorer le sujet du recyclage du territoire, du recyclage du foncier, qui est la thématique essentielle de cette année-ci d'études, puisque, comme vous le savez, nous avons toute une série de réflexions au niveau de directives européennes qui nous imposent à repenser notre territoire selon toute une vision peut-être d'économie, de non-gaspillage, et que notamment pour répondre à ce genre de besoins, nous avons notamment au niveau de l'Université de Liège et en partenariat avec la Haute École Charlemagne, nous avons mis en place un certificat en recyclage du foncier dégradé dans une perspective de développement durable. Donc à nouveau pouvoir s'équiper tant intellectuellement que matériellement, nous mettons en place ce genre de formation en plus des masters déjà existants. Et nous profitons des conférences projets urbains pour aborder à multiples échelles toute une série de projets qui sont exemplatifs des réflexions qui sont menées actuellement. Et dans cette réflexion d'échelle plus large, puisqu'on a eu l'occasion au premier quadrimestre de voir toute une série de projets à la fois très ciblés, comme par exemple l'avenir du port de Bruxelles, ou des projets plus territorialisés, comme celui-là semaine passée de Jamel Clouche avec le projet Fifcale, ou des grands projets à l'échelle d'une commune, comme le plus futur projet de ville de la Louvière qui a été présenté par Paola Vigano. Ici, nous partons sur une autre dimension et qui nous concerne au premier chef en Wallonie. C'est notamment la manière de repenser une industrie en déclin. Ici, nous partons dans le cas de Lyon et la région de Lyon a vécu le déclin de la pétrochimie, notamment depuis quelques années. Et a été mis en place une réflexion pour pouvoir que faire de l'ensemble de ces sites, que faire de cette vallée lyonnaise impactée justement par ce déclin industriel. Et ça doit nous concerner aussi, puisque nous sommes confrontés à des déclins industriels dans nos différentes vallées, dans nos différents territoires wallons. Comment est-ce que Lyon Métropole a pu mettre en place justement une réflexion de reconversion, de remobilisation de son territoire? Et pour ce faire, nous avons la grande chance de recevoir Bertrand Vignal de l'agence BES. Alors, BES est une agence très connue qui a été fondée en 2000 par trois paysagistes issus de l'École nationale du paysage de Versailles, Bertrand Vignal, que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, Franck Poirier et Clément Wilma. Tous les trois ont fondé cette agence qui s'est fait connaître notamment pour les réflexions menées sur les aires de jeu des enfants avec un projet très célèbre, notamment dans la région parisienne. Je vous invite à faire une recherche sur BES et vous verrez l'inventivité qui caractérise cette agence. Et depuis 2000, cette agence grandit et a la capacité d'agréger énormément de talents et de réflexions, à tel point qu'aujourd'hui, on parle d'une agence d'une septantaine de collaborateurs, architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes et designers d'espaces urbains qui participent justement aux réflexions actuelles de la nature, de la fertilisation des sols et du territoire. On entend par fertilisation non pas de l'engrais de manière basique, mais comment est-ce qu'avec des projets, on peut refertiliser les territoires pour les projeter dans un autre avenir, pour les projeter dans d'autres dimensions. Donc les interrogations sur la nature. Quel est le sens de la nature et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut concevoir la nature? BES a apporté toute une série de réflexions que Bertrand Vignal va nous présenter aujourd'hui, notamment au travers du projet de la vallée de la chimie verte. Donc pendant un peu plus d'une heure, Bertrand va nous présenter les réflexions qui sont menées au sein de son agence et particulièrement le projet. Sans plus attendre, Bertrand, je vais te laisser la parole pour nous emmener sur les rives lyonnaises. Parfait, je vous emmène tous, on embarque. Vous m'entendez? Très bien. Vous Très voyez, bien. vous m'entendez? Vous voyez un titre? Attends, ça devrait arriver. Voilà, ça arrive, impeccable. Génial. Super, bonjour. Merci pour cette introduction, Joël, et puis pour effectivement la présentation de l'agence. Là, c'était très complet. J'ai apprécié. Ça me donne envie d'écouter cette agence. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Bertrand Vignal. Donc je suis paysagiste, directeur associé de l'agence BASE. Moi, je suis basé à Lyon et à Paris. Donc on est une agence d'architectes paysagistes, vraiment, c'est ça le cœur de notre métier, en tournant vers une réflexion sur le landscape urbanisme dès qu'on le peut. Et l'idée, c'est de voir comment on peut peut-être analyser et produire des systèmes urbains
et des systèmes naturels de manière plus imbriquée, en rééquilibrant un peu les choses, peut-être, parce qu'on a peut-être un peu tiré sur la corde dans un sens plutôt que dans l'autre, en travaillant sur les milieux, notamment les milieux naturels, sur le milieu vivant au sens large, c'est-à-dire le rééquilibre entre les systèmes anthropiques et les systèmes vivants végétaux et milieux aussi animaux, qui nous semble important. Voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche en ce moment, et on regarde comment on peut essayer de développer des nouvelles logiques de développement urbain autour des forces du paysage, en partant du socle du paysage et des réflexions sur les territoires et notamment sur la nature. Ensuite, l'autre grand sujet, c'est bien sûr les usages, et là-dessus, on est très alerte sur l'évolution quasiment annuelle de tous les systèmes d'usage. Alors là, je vais vous présenter aujourd'hui un projet qui est assez atypique finalement, avec une position particulière de l'agence aussi comme paysagiste dans ce projet, avec 2 saisons. Une saison où on était associé à une agence qui est OMA, vous connaissez très bien, sur 4-5 années dans la réflexion du plan guide sur la vallée de la chimie à Lyon. Et puis, on a repris, nous, le mandat, c'est-à-dire on est mandataire de l'équipe maintenant. OMA n'a pas souhaité continuer. Et donc, on se retrouve à la tête de cette réflexion un peu globale, dans lequel il y a plusieurs volets. Je vais insister beaucoup sur le volet de transition, notamment grâce au paysage, c'est-à-dire c'est les choses qui avancent finalement le plus vite. Je vais aborder aussi la question, bien sûr, énergétique, mais n'étant pas avec tous mes co-traitants, et l'idée c'est de faire un panel, un éventail un peu complet des sujets. Ce n'est pas les éléments que j'aborderai le plus, mais déjà je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire et comment on est arrivé dans ce projet, et quels outils on a mis en place dans un site qui ne nous attendait pas finalement, où la question du paysage n'est pas notamment essentielle au début, et puis pas évidente à placer. Alors, on se situe à Lyon. Là, vous voyez le grand lac de Léman. Lyon, cette partie que vous connaissez sans doute, la confluence de la Saône et du Rhône, du centre de Lyon. Et en rouge ici, ce qu'on appelle la vallée de la chimie, c'est-à-dire le sud de Lyon. Vous l'avez peut-être traversé en passant par l'autoroute, car l'autoroute traverse depuis une cinquantaine d'années le centre-ville de Lyon. Et on passe par cette vallée de la chimie avec l'emblématique pétrochimie qui, effectivement, comme l'a dit Joël, était le marqueur fort de cette chimie, mais qui n'a pas été là au début. Hein. Le début a été plutôt un développement autour d'une chimie sur le chlore et un peu différente, mais en tout cas, c'est l'emblème de cet endroit. Et c'est vrai que cette vallée, elle est à cheval entre 2 grands autres systèmes, le système du Pays de Vienne qui est juste en dessous, et l'autre grand système, alors là, qui fait écho effectivement à la réflexion sur le patrimoine industriel et minier, qui est le bassin du Gier et de Saint-Étienne, qui est ici, où là, il y a tout un travail en cours, notamment sur les réflexions. Cette carte, elle est intéressante parce qu'elle dit, peut-être, plus tard, travailler sur les accessibilités dans la vallée de la chimie, les parcours, c'est peut-être relier la métropole de Saint-Étienne avec la métropole de Lyon, qui est quelque chose qui est difficile, notamment même en termes de football, parce que Lyon et Saint-Étienne, c'est chien et chat. Mais il y a dans la typologie un peu Hampshire Park, vous voyez, peut-être une réflexion globale à mener. Et pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment les liens menés entre ces 2 métropoles. Le projet de la vallée de la chimie pourrait être une base avancée de ce premier lien, notamment autour des mobilités douces. Alors la vallée de la chimie, c'est ça, avec Lyon ici, le port Édouard Herriot, vous voyez, les barrages, la grande raffinerie de Feyzin, des logements, des parties plus industrielles, des parties plus naturelles, avec semi-naturelles, avec un canal et le Rhône qui a été malmené, et puis des lotissements qu'on voit un peu partout. Donc tout ça très industriel, très anthropisé complètement, rien de naturel bien sûr là-dedans, couche sur couche,
palimpseste d'industrie sur palimpseste d'industrie, avec des choses qui se renouvellent et qui l'une sur l'autre. C'est-à-dire, on voit ce grand élément vide ici qui, justement, va faire partie de la réflexion un peu globale sur quelles industries, quelle typologie d'industrie on va accueillir à cet endroit-là. Une autre vue où là, on est plus décalé, on est plus au-dessus du Rhône. Le Rhône, ce qu'on appelle le Rhône naturel, même si son lit était bougé à gauche, le Rhône canal jusqu'à l'embouchure quasiment de la Méditerranée, ici pour le transport industriel, et Irigny sur le côté, qui sont des petites villes finalement assez résidentielles. Alors, quand on regarde, on compare deux cartes, à la suite des 30 Glorieuses, enfin pendant les 30 Glorieuses, Lyon s'est énormément transformé, et la vallée aussi. On a transformé ce sud de Lyon en creusant le port et en remplissant et en remblayant tout ce qu'on appelle les launes. Les launes, c'était tous ces endroits de marais, de bras du Rhône, avec une écologie très très forte. Tout ça a été remblayé. On a créé, vous voyez, là, le Rhône a été déplacé. Il était complètement à droite, il était ici. Et puis, le Rhône, on l'a déplacé de l'autre côté, on a fait un canal et on a creusé un canal au milieu des champs de l'autre côté, ce qui a créé des situations assez incongrues pour permettre notamment un barrage et le développement de l'autoroute. Tout ça, le barrage, le tracé du canal, l'autoroute, tout ça a été construit entre 5 et 10 ans, à peu près 5 ans, aux alentours de 1955-1960. Donc, c'est pour dire la puissance un peu à cette époque. On ne se posait peut-être pas trop de questions, et notamment sur les questions écologiques. Alors, on a cet emblème, cette grande raffinerie d'entrée qui a posé des grandes questions depuis le début. Il était question justement de l'abandonner. Le PDG, qui s'appelait Desmarais, je crois, de Total, avait décidé de plutôt ramener ses raffineries sur les bords de mer, de privilégier les raffineries de bord de mer. Mais ce PDG est décédé dans un accident de chasse-neige qui a rencontré son avion, je crois, sur un aéroport russe. Et ça a changé la problématique du groupe et les réflexions, et donc aussi le devenir de cet endroit-là. Et ça, c'est une des caractéristiques très fortes finalement de ce site. C'est qu'on n'est pas dans un patrimoine industriel en déshérence 19e à recycler, on est encore dans un site très vivant, en site actif, qui a ses problèmes et ses qualités, et notamment un des grands sujets, c'est les chem parks, c'est-à-dire les chemical parks européens ou mondiaux. Ils sont tous en concurrence, et on est dans un site ultra mondialisé. C'est-à-dire chaque modification du cours de la bourse peut faire évoluer notamment la décision de venir là, à tel endroit ou tel endroit. Et c'est justement des sites très concurrentiels au niveau européen, c'est-à-dire pour l'arrivée des entreprises. Et donc, c'est ça l'idée, c'est comment on assoit peut-être une nouvelle chimie plus verte et comment on est attirant par rapport à d'autres chemical parks qu'on peut retrouver dans le secteur. Alors, cette image, voilà, c'est aussi un imaginaire la nuit qui est assez important, et vous connaissez très bien, mais qui marque énormément l'entrée de Lyon. Alors, j'ai repris ces images de ma maîtrise d'ouvrage qui montrent un peu le cadre finalement dans lequel on se pose, avec 100 000 habitants autour de la vallée, 50 000 salariés, 2 000 chercheurs, ce qui n'est pas vraiment visible quand on passe sur le grand autoroute qui passe au milieu, et puis toute une série d'industries qui se développent le long et se renouvellent le long de cette autoroute. Alors, il y a eu au lancement de la raffinerie, un an après, il y a eu un énorme incendie et une explosion qui a marqué l'imaginaire lyonnais. Et depuis, c'est vrai qui a fait date dans la prévention des risques en France, et notamment ce qu'on appelle donc le PPRT, le plan de prévention des risques technologiques, qui oriente tout le développement, notamment de la vallée, des habitations, et de ce qu'on peut faire dans la vallée, et on va en parler tout à l'heure. Alors, l'histoire de la vallée, c'est l'histoire des grands groupes chimiques, avec Rhône-Poulenc qui s'est installé un peu partout en Europe, qui a évolué, qui étaient appelées les sociétés chimiques des usines du Rhône. C'est passé Rhodia, et ensuite Rhodia est passé Solvay. Et c'est vrai
on est assez vite perdu entre les rachats et tout ça ne parle pas du tout, notamment, ne rentre pas dans le récit de la métropole et dans le récit de tout Lyonnais ou tout habitant autour. On est assez extérieur par rapport à ça. Et ce n'est pas évident de suivre les choses. Mais la chimie, quand on fait un sondage, elle est plutôt négative. Il ne faut pas se leurrer. Sauf qu'à un moment, il y a eu un basculement. Avant, il y avait une idée de progrès autour de la chimie, et notamment sur les tissus, le nylon et l'aspirine du Rhône, qui était une grande production à cet endroit-là. Et après, d'après les études, c'est plutôt au moment de la guerre du Golfe qu'il y a eu basculement justement par rapport à l'imaginaire et au fait que la chimie pouvait être négative par rapport au bombardement justement avec du gaz. Et là, il y a eu un basculement dans l'opinion publique. Mais avant, effectivement, on mettait ça énormément en valeur. Alors, il y a ces grands plans de prévention des risques technologiques qui sont du plus rouge au plus bleu et qui donnent toute la codification, bien sûr, de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. En gros, pour faire très simple, ce qui est dans le rouge, même si l'autoroute passe en plein rouge et qu'on a 10 000 personnes bloquées dans un bouchon, c'est un endroit où on ne peut pas mettre un banc, pas mettre une présence humaine, à part une fois par an, ou un abribus. Donc, c'est tout le paradoxe, finalement, de cette vallée qui est très habitée, avec beaucoup de véhicules. Et en fait, c'est des endroits où, normalement, on ne peut pas accéder. Et on voit que cette île, ici, est justement dans ce périmètre rouge, et donc est sanctuarisé d'une manière naturelle. On n'a pas le droit d'y aller normalement, et ça pose la question de ces natures sanctuarisées à l'entrée des villes et notamment de la métropole. Alors, il y a eu tout un effondrement, notamment lié à la chimie, et on le connaît dans le monde, je ne vais pas y passer des heures dessus, mais c'est vrai que ça participe justement à l'image dégradée de cette chimie. Et en même temps, cette personne que vous ne connaissez sans doute pas, qui est le nouveau président de la métropole, il faut savoir qu'à Lyon, la métropole et la ville sont passées chez les Verts, donc Bruno Bernard, avec une nouvelle politique à mettre en place, sans doute avec un certain équilibre à trouver, et ça pose la question du dialogue, notamment avec les industriels, et de la valeur écologique qu'on peut mettre dans ce dialogue, et du donnant-donnant qu'il va falloir mettre en place. Donc, pour l'instant, les choses n'ont pas encore évolué par rapport à ça, mais en tout cas, on entre dans cette période qui va être un peu différente par rapport au précédent exécutif qui était sous Gérard Collomb et où nous, on a commencé notre étude sous le précédent exécutif. Donc, on se pose aussi des questions sur l'avenir. Alors, il y a beaucoup de documents cadres, vous imaginez bien, dans un projet, dans un site comme ça, à la fois des études qu'on a menées, des chartes de partenariat, des plans de prévention des risques technologiques, beaucoup de choses. L'idée, c'est d'y voir à peu près clair, et notre mission, ça a été justement d'essayer de faire récit avec ça et de trouver les marges de manœuvre pour faire évoluer l'accueil, notamment de nouveaux industriels, les conditions d'accueil, les partenariats, les échanges de ressources notamment, et puis de manière générale, la mobilité et puis les questions de paysage. Alors, comme je vous l'ai dit au début, on a une commande de la vallée de la métropole qui a une mission dédiée à la vallée. Il y a plusieurs missions dans la métropole. Une mission pour le quartier de la Part-Dieu, qui est un quartier particulier, une mission pour le quartier de Gerland, et puis une mission pour la vallée de la Chine. Donc, il y a une sorte d'élément déconnecté du cœur névralgique de la métropole, qui a une certaine autonomie. Et donc, on a répondu à un appel d'offres avec OMA, SAFEJ, voilà, et des spécialistes. Et ça a permis de faire un plan guide pendant 5 ans. Alors, le plan guide, s'est fait pendant 1 an, et d'essayer de mettre en place des logiques de reconquête, notamment énergétique, paysagère, de mobilité dans ces parties-là. Ensuite, nous sommes passés mandataires où on s'est entouré d'une équipe avec des stratèges en économie industrielle, des gens experts en mobilité, schéma directeur réseau, des architectes, et aussi de la concertation et des experts en sites et sols pollués et en pédologie. Voilà. Donc, ce plan guide, il a ouvert sur 6 axes stratégiques.
avec deux grandes parties. Première partie sur le potentiel productif, avec la question de cette usine énergétique métropolitaine. Comment on peut parler de cette grande usine métropolitaine qui produit de l'énergie et comment on peut le ramener justement dans la métropole du quotidien. Une autre partie sur le paysage productif et une autre partie sur l'infiltration et les géographies économiques. Ensuite, il y avait, plus par rapport à la structure du territoire, un travail sur les transports en commun, le développement de la voie d'eau et un travail sur le parc des Balmes, les îles du Rhône, et j'en parlerai un petit peu. Tout ça a évolué un petit peu. Le développement de la voie d'eau n'a pas été poussé, parce que ça, c'était les squelettes finalement de réflexion du début, mais le parc des Balmes, les infiltrations, le paysage productif et l'usine énergétique ont été plutôt poussés. Et donc, un des grands éléments, c'est cette fabrique des communs industriels. Les industriels, c'est normal, ils sont souvent en concurrence, et à la fois, ils partagent des sites et ils partagent des énergies. Et l'idée, c'est dans le projet de la Vallée de la Chimie et de la mission, c'est de faire des appels à projets, qui a été appelé l'appel des 30 entreprises qui mettaient à disposition des terrains qui n'étaient pas densément construits, comme le terrain que vous voyez en haut, parce que évolution de la pratique, miniaturisation du processus chimique, enfin de la production, et donc, pourquoi pas installer à l'intérieur de ces grands terrains qui appartiennent à Arkema, à Solvay, d'autres entreprises qui seraient servantes ou au service et qui pourraient échanger des valeurs et des services et des énergies avec les autres. Donc, c'est ça l'idée de l'appel des 30. C'est un appel à manifestation d'intérêt et à projet qui a été lancé et qui a permis d'aller chercher dans les domaines de l'énergie, du photovoltaïque notamment, mais aussi du paysage productif, qui était un peu notre idée, c'est-à-dire de valoriser du paysage, mais à travers une production de valeur, des porteurs de projets pour commencer à réfléchir à la transition dans le temps de cet élément. Et tout ça serait accueilli sur des plateformes industrielles dans lesquelles on déciderait d'une gouvernance un peu commune, d'offres de services, de réseaux de mobilité plus intéressants, de réseaux feeder énergétiques communs, des projets immobiliers très particuliers, et dans ce cas-là, avec un accompagnement, parce que construire dans une zone de surpression, c'est toujours difficile, et il y a besoin d'accompagnement, et c'est la métropole qui porte ces accompagnements. Voilà. Et quand on regarde un peu sur une carte rapide, donc on avait toute une série d'entreprises qui étaient intéressées pour donner des terrains, enfin pas donner, mais mettre à disposition des terrains avec la métropole pour accueillir justement des idées on va dire, de greffe de production à l'intérieur de leur site. Alors, il y a eu plusieurs manifestations d'intérêt et puis d'appels à projets, et certains se sont concrétisés, notamment beaucoup autour du photovoltaïque pour aller dans l'idée de l'usine énergétique, c'est-à-dire tous les parkings et tous les endroits un peu délaissés ont commencé à être couverts. Il y a l'arrivée de Safran, qui est un gros acteur, notamment sur l'aéronautique. Alors là, c'est un tout petit peu ralenti, je vous le dis, bien sûr, à cause de l'aéronautique, mais de grands porteurs qui, eux, regardaient justement des sites partout dans le monde et ont listé ce qui leur paraissait intéressant dans la vallée en termes de valeur, d'échange avec les autres, de desserte et de qualité aussi de vie de leurs ingénieurs et de leurs salariés. Tout ça rentre en compte donc, dans cette concurrence des chemical parks. Ensuite, des nouvelles solutions de transport avec des navettes à la demande qui permettent justement à des salariés qui sortent plus tard ou ainsi de suite, qui voudraient covoiturer ou être cherchés de revenir à un point de métro ou à une gare. Ça, c'est un des grands éléments manquants sur la vallée, c'est-à-dire la desserte des derniers kilomètres, une fois qu'on a quitté les gares. Et puis un grand travail, et c'est beaucoup de ça dont je vais vous parler, sur la dépollution des terres par les plantes, et notamment aussi le paysage productif, c'est-à-dire la production de terres fertiles, parce que je suis paysagiste, et ça a été un des axes d'entrée majeurs dans le projet. Ensuite, tous ces éléments contribuent à ce qu'on a donc, je vous ai dit, appelé l'usine énergétique métropolitaine
pour essayer de commencer à décarboner. Donc, c'est tourner la page, bien sûr, de l'industrie pétrochimique et aussi décarboner les pratiques et les ressources. C'est ce qu'on appelle la Clean Tech Factory, c'est-à-dire tous ces produits et services qui permettent finalement de limiter les ressources premières et d'échanger et de recycler pour essayer de baisser notamment l'empreinte carbone. Donc, les émissions de gaz à effet de serre elles sont très, très fortes dans la vallée, vous pouvez l'imaginer, avec des objectifs très forts de réduction à 2050 de entre 60 et 75% des gaz à effet de serre. Donc, il faut trouver comment on peut permettre l'accueil de nouvelles entreprises qui porteraient ces valeurs-là et comment on permet l'optimisation des ressources et des réseaux entre ces entreprises. Et notamment, un des grands éléments, c'est l'installation de ce qu'on appelle d'un feeder, c'est-à-dire c'est un grand réseau énergétique commun de partage de la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur produite par le processus énergétique des usines, qui pour l'instant est globalement perdu. Et ce feeder, et je vous en reparlerai après, lui peut être recyclé et conduit vers la métropole pour être utilisé pour le réseau de chaleur urbain, ou être envoyé vers d'autres industries qui auraient besoin de ces systèmes de chaleur. Alors ça, c'est un grand, grand sujet. Donc, je peux en parler aujourd'hui, mais c'est un des projets majeurs de la vallée et un des axes forts pour limiter les ressources, l'utilisation des ressources et être plutôt décarboné. Et puis, l'autre grand élément et qui est à la mode, et c'est normal, mais on ne sait pas trop où on va, c'est la question de l'hydrogène. Et là, avec le barrage des démonstrateurs comme Gaia ou des plateformes de recharge d'hydrogène avec la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, et l'arrivée de grands groupes, d'une grande usine comme Symbio qui va arriver sans doute dans la vallée, l'idée c'est de développer là aussi un pôle de compétitivité autour de la question hydrogène. Voilà. Donc ça, c'est ce qui compose l'usine énergétique métropolitaine. Alors, tout n'est pas en cours, mais voilà les compléter bien sûr par tout le photovoltaïque qui est mis en place, qui a de l'avenir, on ne sait pas lequel, mais qui en tout cas est une certaine économie de transition qui n'est pas inintéressante et qui trouve tout à fait sa place dans des sites avec des nappes de parking. Et vous voyez ici les premières installations sur l'ensemble. Voilà, donc ce feeder, j'en ai parlé, mais on verra peut-être comment on peut le coupler notamment à des questions de paysage. Alors, je passe un petit peu vite là-dessus parce que je vais le présenter après, mais l'autre grand élément, c'était cette question de l'équation verte de la vallée et ce qu'on a appelé le paysage productif. C'est-à-dire comment on nous a dit, vous êtes paysagiste, je caricature, mais il faut transformer, il faut faire basculer l'image de la vallée vers quelque chose de plus positif, essayer de trouver comment faire. Bien sûr, il n'y a pas d'argent pour le faire, donc débrouillez-vous. Voilà, je fais simple, mais c'est un peu ça. Donc, on s'est dit, bon, nos cadres et nos méthodes de paysagisme sont super, mais peut-être elles ne sont pas adaptées dans l'aménagement, on va dire, pour faire simple, aux typologies industrielles. Donc, on a cherché d'autres voies pour rentrer dans une logique peut-être plus industrielle du paysage, plus transitionnelle, plus agile, qui permettrait de créer une valeur de paysage temporaire, pourquoi pas, ou définitive à voir, et une valeur aussi financière peut-être du paysage, qui pourrait intéresser notamment les industriels. C'est ça l'idée de départ, ce qu'on a appelé ce paysage productif qui produit un paysage et qui produit de la valeur, qui est une sorte d'artefact de nature, et qui produit un paysage évolutif tout au long du temps, qui ne bloque pas notamment les terrains. Et un des piliers de cet élément, c'est la question des terres fertiles. Et pour faire du paysage, il faut de la fertilité, le plus souvent. Et cette fertilité, elle n'existe pas dans la vallée, car tout est pollué, tout est remblayé et stérile. Et même si on a le Rhône à côté, on n'a pas d'eau, on n'a pas de fertilité. Et on s'est dit, il y a un grand sujet autour de ça, afin de produire peut-être du bois énergie, de la biomasse, de dépolluer par les plantes, la phytoextraction, et de faire de la phytoproduction, notamment à partir des plantes de molécules de haute qualité biosourcées. Et donc, on pourrait passer peut-être sur des terrains
là où on aurait pu mettre des panneaux photovoltaïques ou autre chose, ou une autre entreprise, on pourrait passer d'un terrain inerte vers un endroit de production fertile de biomasse semi-définitive avec un contrat long-termiste. Et c'est de ça que je vais vous parler notamment pendant tout le reste de la présentation. Alors, on revient un petit peu en arrière. C'est l'Aune dont je vous ai parlé. Ça, c'est une vieille image de la vallée de la Chimie. Alors, actuellement, là, il y a l'autoroute, le barrage et tout. Donc, c'est ces grands milieux inondables qui ont été entièrement recouverts et avec, notamment recouverts avec déjà des terrains pollués. Donc, ça en fait des choses assez complexes. On retrouve ce avant-après là que j'aime beaucoup parce qu'il montre finalement toute la destruction qui a eu lieu à cet endroit-là pour le développement économique. Et que là, on essaye de rattraper en s'accrochant à quelques bribes de paysage et en trouvant notre place à l'intérieur. Quand on regarde au même endroit, ça c'est au travers d'une cinquantaine d'années le même cadrage, hein, ces champs, alors c'est le monde entier qui a évolué quasiment comme ça, ces champs, le creusement du canal, les terres du canal qui sont posées sur une partie de l'île, le bord du fleuve ici qui est décalé, bien sûr des grands tapis d'autoroutes et d'échangeurs, et ensuite les industries et les plateformes qui viennent s'installer à l'intérieur pour faire un paysage complètement anthropisé, avec une certaine majesté, mais complètement stérile. Cette grande carte du plan de prévention des risques technologiques qui montre quand même l'impact fort des gens et des villages et des petites villes concernées par ces risques d'explosion et de surpression, et notamment de valeurs chimiques aussi, avec beaucoup de personnes, près de 100 000 personnes concernées autour. Il faut savoir que dans la vallée de la Chimie, il y a une boule, ce qu'on appelle la boule de chlore, qui, si elle explose, a un effet dévastateur, c'est-à-dire un effet domino sur les autres industries qui n'est pas mesurable et qui dépasse totalement ce plan de prévention des risques technologiques. Mais bon, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas, sinon la conférence sera vite arrêtée, parce que même ici au centre de Lyon, je pense qu'on y passera. Et on retrouve ces grands axes stratégiques sur lesquels on a travaillé avec ces appels à projets. Alors, il y a eu une réflexion donc, sur la stratégie des mobilités, de l'infiltration, qui est un des axes majeurs, et peut-être un des éléments était de relier l'ensemble des gares et des tracés des réseaux ferrés au réseau des métros avec les mêmes tickets de métro, par exemple, pour pouvoir aller à la gare de Saint-Fond ou à la gare de Fézin, comme on irait finalement à un autre endroit en métro, sauf qu'on prendrait le train, une sorte de RER lyonnais. Alors ça, nous, on ne maîtrise pas tous ces éléments, mais c'est une idée qui fait son chemin, et la métropole travaille sur ces éléments-là. Et ensuite, ce qui est plus complexe, c'est le dernier kilomètre, parce que quand on arrive à la gare, ensuite, il faut passer à travers les industries pour rejoindre son travail. Et donc, c'est là qu'intervient notamment ces coachs mobilité qu'on a essayé de mettre en place dans les industries, qui briefent les salariés pour prendre telle ou telle option, les navettes qui peuvent fonctionner avec une application, et puis un travail sur les pistes cyclables et les mobilités douces pour les réimposer dans ce tissu industriel qui ne les accueille pas du tout, et au contraire, avec beaucoup de camions et beaucoup de contraintes que vous imaginez. L'autre figure, alors tout à l'heure je vous ai parlé de l'usine énergétique métropolitaine, et là je vous la figure finalement en cartographie avec tous ces réseaux qui existent, qui permettent de se connecter à toutes les industries et qui peuvent être renvoyés vers le réseau de chaleur de Lyon. Donc là on voit bien cette architecture du réseau et cette production finalement de cette chaleur fatale qui pourrait être envoyée notamment dans des quartiers comme le quartier de Vénissieux qui est ici. Donc ça c'est encore en cours, c'est une réflexion globale. Et puis, l'autre élément, c'est le grand projet de paysage, avec ce plan de paysage de développement autour des gares, notamment, de valorisation des îles et des opportunités qui restent encore complètement étouffées dans le processus et dans les grandes plateformes industrielles qui sont en place. Et pourtant, autour, on a un grand paysage avec des grands dévalements, des boisements qu'on peut venir essayer de reconnecter, notamment pour le quotidien des gens. Alors, si on reprend encore même un peu de recul, et là, vous avez une vue de Lyon avec la Saône et le Rhône ici, eh bien,
Lyon fonctionne avec des systèmes de boucles. On a les boucles du Rhône et de la Saône, des parcours qui sont plutôt des parcours de mobilité douce. On a ce grand axe qui passe par le Grand Parc de Miribel-Jonage et la boucle métropolitaine douce qui passe à l'est. Et notre idée était de développer cet imaginaire vers le sud de la vallée, vers le sud de Rhône, qui, pour l'instant, absent totalement du récit de tous les Lyonnais. On ne se dit pas, tiens, je vais aller dans la vallée de la Chimie et voir les choses. Et pourtant, il y a beaucoup de situations de paysage atypiques, de contrastes, qui ont une valeur de paysage qui est vraiment, vraiment intéressante. Et donc, l'idée, c'est de faire ce travail sur cette boucle paysagère de la vallée et de commencer à réinjecter une certaine mobilité et promenade, notamment dans la vallée. C'est un des axes structurants pour nous du paysage. Alors, on appelle ça des lignes et des milieux parce qu'on a ces lignes qu'il faut tirer qui vont irriguer des nouveaux milieux qui sont pour l'instant des reliquats, mais qu'on espère pouvoir augmenter, notamment avec le travail sur les industriels. Alors, on a quoi à disposition dans la vallée en termes de paysage? On a ce qu'on appelle encore ces lônes qui sont semi-naturelles, ces zones inondables qui sont là sur le bord, qui, lors des inondations du Rhône, ressemblent à quelque chose comme ça, assez poétique, malgré le travail de la photo, mais réellement, avec une vraie écologie qui se développe sur cette partie. On a les îles qui sont au centre, que vous avez vues, qui sont porteurs à la fois de mystère, parce que des parties sont inaccessibles, et qui sont porteurs d'autres confluences. On connaît très bien la confluence à Lyon, le grand projet de la confluence, mais là, on a d'autres confluences. Et puis, justement, on s'est dit, peut-être là, il y a un imaginaire à développer qui est autre que celui industriel et qu'il faudrait porter, et on peut le porter par de l'accessibilité. Donc ça, c'est un des grands projets. Ensuite, on a le paysage des gisements, des délaissés routiers qui représentent une surface assez importante et qui sont ce premier plan qu'on voit quand on passe sur l'autoroute avec des millions de personnes qui passent là-dessus chaque année et qui mettent en scène notamment la raffinerie qu'on voit ici et qui représente une surface assez conséquente sur la vallée. Et puis, on a des délaissés qui sont liés à la topographie, ce qu'on appelle les balmes dans la région lyonnaise, c'est-à-dire ces topographies un peu fortes qui elles aussi sont des délaissés qui font un fil directeur qui n'est pas inintéressant, qui joue le rôle de basculement topographique entre le bas de la vallée et le haut, les plateaux. Ici, il y a une cinquantaine de mètres entre les deux et ils ne sont pas construits. Et on s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose qui est assez intéressant, qui est de l'ordre du fil directeur, tout comme on le voit de l'autre côté, les lônes le sont aussi. Et ça ressemble à ça. Alors, c'est des grands coteaux secs, avec des chemins ou des routes, des délaissés qui appartiennent à des gens, on ne sait plus trop qui. Et ça nous semblait intéressant de venir regarder un petit peu finement cet endroit, car c'est finalement une des opportunités peut-être pour se glisser à l'intérieur de ce tissu qui ne bouge pas de macro-parcelles, des macro-parcelles industrielles. Alors, si on regarde une vieille photo de ces balmes, on voit qu'il y avait des vignes cultivées, et puis là, on voit la vallée de la Chimie qui est en train de se développer entre artificialisation et production agricole ou arborée, finalement. Et on a fait toute une étude avec le Conservatoire régional botanique pour voir si on ne pouvait pas retrouver, justement, beaucoup de vieilles espèces réfugiées dans ces balmes qui pouvaient nous donner le renouveau peut-être d'une reconquête, notamment végétale, dans la vallée, et aussi une reconquête pour les habitants. Parce que vous savez très bien que industrie et jardin ont toujours été très concomitants avec les cités-jardins et avec tout le mouvement ouvrier et la culture du jardin. Et la vallée de la Chimie, avant d'être complètement ravagée, on va dire, par l'industrie au niveau fertilité, était un des endroits très intéressants de production des roseraies, roseraie lyonnaise qui était très très connue dans le monde, et des pépiniéristes aussi, et notamment et aussi des maraîchers. Donc on a tout ça qui s'est remplacé, mais il y a des restes de ces éléments, et on s'est dit peut-être c'est une manière de venir reconquérir un peu les choses. Voilà, on met ça dans notre cerveau, dans un coin, et on verra si on peut le mobiliser, notamment pour réactiver des projets intéressants. Alors, je mets ça de côté, mais on pourra peut-être en reparler lors des questions si vous voulez. Alors, je vous ai parlé de ces allées lyonnaises. Ça, c'est assez important parce que Lyon permet justement ces
ces parcours qui sont des parcours de mobilité douce, notamment sur les berges du Rhône, qui est un projet qui a été fortement présenté et publié, que vous connaissez sans doute, qui a remplacé tous les parkings qu'on avait dans le centre de Lyon, et le projet des Rives de Saône sur lequel on a beaucoup œuvré aussi, permettent, quand on est au parc de Gerland ici, de prendre son vélo, de ne croiser aucune voiture jusqu'au parc des Méribel-Jonage. Et ça a des valeurs extrêmes finalement. C'est-à-dire qu'on a ce parcours de mobilité douce qui s'infiltre dans la ville. Et on s'est dit, peut-être qu'il faut trouver un peu ces mêmes valeurs pour venir conquérir le sud de la métropole. Alors ça a donné ce dessin où on s'appuie sur des logiques plus transfrontalières et plus larges qui sont l'installation de la Via Rhôna, cette grande voie du Rhône qui va de Genève à Marseille et qui va passer justement dans la vallée de la Chimie, qui sera un premier connecteur, un premier diffuseur, financé de manière européenne plutôt. Et puis, on a cherché comment pouvoir installer aussi ces entrants dans la vallée, autour du parc des Balmes et autour de quelque chose qu'on a appelé l'allée industrielle, autour de cette boucle que je vous ai remise ici, pour installer ces grandes lignes. Alors, si on redescend un petit peu et on regarde les choses en vue oblique, on voit bien ces grandes percolations qui vont permettre justement, par opportunité, ce dessin et une suite d'analyses et d'opportunités qui vont permettre de venir dans la vallée, peut-être avec un réseau de mobilité douce et notamment aussi un réseau de promenades. Alors, ce n'est pas à l'échelle finalement des systèmes industriels, mais c'est un premier niveau d'accès. C'est un peu, si on compare avec Hampshire Park, alors là je fais un raccourci fort, mais Hampshire, c'est la rivière Hampshire, c'est un petit fil d'eau qui est, en gros, c'est une petite rivière qui est au milieu du Hampshire Park, qui fait ce lien un peu, qui est la première grande action de renaturation avant d'avoir une action beaucoup plus large sur les sites, même si le parc de Hampshire est plutôt un site industriel et qui était en déclin, et donc il y avait une transition, alors que là, on est dans un écosystème plutôt vivant. Et puis, on peut glisser toute une série d'imaginaires et de parcours autour, notamment de ce fil, et notamment de ce qu'on appelait ce parc des Balmes, cette promenade des belvédères, dans lequel on peut tout à fait programmer de manière light, avec des investissements très faibles au niveau de la métropole, juste permettre d'y aller, faciliter, prévoir des accès. Et on avait même travaillé sur des refuges qu'on pouvait louer, comme c'est le cas à Bordeaux, avec des amis qui s'appellent Bruit du Frigo, qui ont proposé ces valeurs-là, c'est-à-dire des constructions de refuges périurbains auxquels on peut accéder, notamment à pied, et qui sont dans des sites très incongrus, notamment derrière les raffineries, au bord d'autoroutes. Et puis, on s'est amusé à commencer à développer un imaginaire et une iconographie particulière dans cette vallée qui vient contraster un peu avec ce qu'on voit et qui permet de mettre en réseau toute une série de situations, parce qu'il y en a des milliers qui sont très intéressantes et qui commencent à faire basculer l'image de la vallée. Ce parc Faisin Rococo existe avec ses barrières et on a des usines qui sont juste derrière. Donc on a des contrastes finalement de premier plan et de second plan qui sont assez intéressants. Et puis, il y a tout un travail avec les habitants, justement, autour du potager. Dernier élément, c'est peut-être de venir percoler cette vallée à partir du travail avec des artistes. Et pourquoi pas en faire une grande galerie artistique, comme cela l'a été sur les Rives de Saône au nord, avec le River Movie des Rives de Saône. Et pourquoi pas le continuer, notamment dans la vallée, ce qui permet d'attirer aussi toute une série de publics en suivant des parcours, ce qui me semble être une bonne idée. Alors, si on revient effectivement sur cette vallée et sur ces plateformes, on a toute une série de grands événements industriels, Céveso, vous voyez, qui s'enchaînent tous. Et puis, on a essayé de chercher à voir comment on pouvait les lier, notamment par cette allée industrielle qui passe à travers tous les éléments et qui pourrait porter justement à la fois une réflexion sur l'espace public, sur la mobilité douce et aussi sur le feeder énergétique qui pourrait passer en partie par là. C'était un peu l'idée. Et là, OMA avait fait ce travail justement pour regarder
quelle entreprise échangeait quoi avec qui et qui avait besoin de froid, qui avait besoin de vapeur, qui avait besoin d'électricité pour commencer à installer l'architecture de ce réseau. Et on a transformé cette architecture autour de ce dessin comme un métro finalement de l'énergie, et aussi la même chose en termes de mobilité et la même chose en termes de disponibilité de paysage. Ce feeder, en tout cas, cette réflexion sur l'espace public et de la mise en commun, elle permet de repenser aussi le code des espaces publics qu'on peut mettre dans la vallée de la Chimie. Actuellement, on fait partie de la métropole, et la métropole a une charte des espaces publics qui est en gros la même quasiment du centre-ville jusqu'au bord de la métropole. Et ça, c'est quelque chose qui nous pose question, parce que dans des endroits comme celui-ci, très abandonné, on va dire, est-ce qu'on a besoin de mettre le même argent ou la même valeur dans les espaces publics, on va dire, au centre de la métropole, ou les mêmes codes, sachant que c'est des choses qui vont évoluer énormément dans le temps et qu'il faut peut-être trouver des pratiques plus agiles pour installer les choses, et ensuite peut-être se servir justement de ces espaces pour commencer à installer une armature paysagère plantée. Alors ça, c'est une référence de la chaîne des parcs de Michel Desvignes à Lens, mais qui nous semblerait être une échelle, une réponse qui pourrait être assez intéressante, notamment sur ces allées industrielles. Et ces allées industrielles permettraient de porter tous les pools de véhicules, des vélos partagés, les pistes cyclables, et d'installer cette armature des déplacements. Et on pourrait faire cohabiter le réseau énergétique avec le réseau de paysage, notamment, qui desservirait, et le réseau de mobilité douce, comme un parcours acclimaté, qui desservirait l'ensemble de la vallée. Alors, ça donne des esquisses qui donnent ces éléments. Il circulerait au bord justement du plan de prévention des risques technologiques, parce que là, on est en limite et on voit qu'on a l'opportunité de le faire, donc ça semble assez intéressant. Et ça pourrait donner cette grande galerie multiréseau qui permettrait une production d'espace public, celle-ci ou d'autres au-dessus, et une première action majeure au centre de la vallée. Alors, quand on regarde cette partie-là, ça pourrait se transformer, bien sûr, tous ces éléments industriels, ou plutôt de petites industries, pourraient évoluer, notamment avec l'arrivée, par exemple, du tramway qui est en train d'arriver, qui va arriver dans cette partie-là, qui n'était pas prévue il y a 5 ans et maintenant va arriver. Et le feeder et cette allée pourraient passer au centre et permettre justement de recomposer les choses au travers de cet élément, et d'en faire un axe majeur d'entrée dans la vallée par rapport au vélo, avec des images un peu iconiques de plantation en gardant les codes de la vallée. Et pour nous, l'idée d'installer là ces processus de parcours acclimaté, qui nous semble être une des solutions pour faire de la métropole un endroit qui s'installe dans le réchauffement climatique. Je vous rappelle que, je ne vous rappelle pas, mais je vous le dis, la métropole de Lyon, en 2100, c'est le climat d'Alger, donc il faut s'y préparer. Et la ville de Lyon est la ville la plus exposée en France au réchauffement climatique, c'est ce qui a été vu dans les dernières années. Et on se dit, peut-être, dans ces réflexions sur ces parcours de vélo, là, on peut peut-être installer les prémices d'une acclimatation des parcours qu'on peut mobiliser et installer justement cette reconquête du paysage au sein de la vallée à partir de la mobilité douce. Donc ça, ce sont des idées qu'on essaie de mettre en place au cas par cas et qui font cohérence pour essayer d'installer ce socle de réflexion, de percolation des mobilités. Ensuite, on a tout le reste, c'est-à-dire on a ces grandes parcelles, ces grands tènements qui peuvent se libérer du jour au lendemain au centre, et qui libèrent 100 hectares d'un coup, pollués certes, mais qui peuvent les libérer. Et ça, il faut se préparer à cette libération et trouver les outils qui peuvent répondre à ça, parce que les tènements d'un seul tenant comme ça dans la métropole qui se libérerait, il n'y en a plus, même s'ils sont pollués. Et notre idée un peu du départ, paysage positif, c'est pourquoi pas se dire, on vise assez loin, et qu'est-ce qui va se passer en 2100 dans un climat très réchauffé? Il faut préparer les conditions de l'acclimatation de la vallée, qui, pour nous, est le futur développement de Lyon.
Et pour préparer ces conditions de l'acclimatation, il faut peut-être installer une certaine fertilité dès que c'est possible et organiser la transition. Alors cette image est complètement caricaturale, bien sûr, mais organiser la transition vers un endroit qui pourrait être tout à fait habité entre 2080 et 2100, dépollué ou pas dépollué, mais en tout cas fertile et adapté à la transition écologique. Donc, c'est cette équation que nous cherchons entre opportunités foncières, mutation du tissu économique qui bouge en fonction des valeurs mondialisées et revalorisation de l'image du Sud et frugalité du projet de paysage. Donc, comment on fait avec rien pour préparer l'avenir? Ce n'est que finalement du préverdissement, mais comment on peut le mettre avec une valeur et des outils? Je reviens sur ce schéma, c'est bien comment on fait la grève d'un paysage productif à l'intérieur d'un grand système complexe qui ne nous attend pas. Ça m'amène sur cette partie du paysage productif et ce process de production de valeur à partir du vivant qu'on veut essayer de mettre en place. Donc, effectivement, ça va se réchauffer fortement. Lyon, les températures, vous le savez, vont évoluer. On passe de 10 jours actuellement de forte chaleur à 30 jours, plus 20 degrés. Ce climat d'Alger, sans doute une modification des éléments. Et puis, une ville peu adaptée au réchauffement climatique, avec une ceinture verte quand même en souffrance, peu valorisée. Et justement une réflexion peut-être sur cette vallée de la chimie qui pourrait avoir sa revanche et peut-être servir à autre chose que de la production de valeurs chimiques, même si on en a besoin, parce que tout est chimique, mais produire autre chose. Et notamment peut-être être le réceptacle et la production de nouvelles fertilités, enfin en tout cas d'une nouvelle manière de produire les futures fertilités de la métropole. Et je vais m'expliquer là-dessus. Avec, dans l'image, l'idée de renforcer peut-être la ceinture verte lyonnaise sur cette vallée, à l'image un peu des ceintures vertes britanniques qui ont été développées et qui posent d'autres soucis maintenant, mais qui ont une force assez importante. Et quand on regarde un peu l'histoire des plans de développement de Lyon au fur et à mesure des années depuis la Deuxième Guerre mondiale, où justement cette ceinture verte était très importante dans le développement et a été rognée au fur et à mesure du temps pour finir comme un système plutôt infiltré. Et là, on s'est dit, ben, finalement, la pollution, les industries sont un super protecteur de la spéculation, notamment immobilière, et comment on pourrait s'en servir pour installer les conditions de la reconquête dans le temps long, en intéressant aussi les industriels. Et donc, à partir de ces grandes lignes de mobilité douce et de parcours infiltrés, qui sont une première découverte assez facilement mobilisable sur les 10 prochaines années, eh bien, on cherche comment installer des reconquêtes par opportunité de terrain pour commencer à installer ce réseau de fertilité boisée, de production. Et on a listé toute une série de terrains que vous voyez ici, qui sont des opportunités, soit parce qu'en friche, soit parce que ces terrains sont maintenant dans le nouveau plan de prévention des risques technologiques qui s'est agrandi et donc sont déclassés et ne vont être classés en friche. Et donc, on sait qu'on va pouvoir les mobiliser pour faire une production autre parce qu'on ne peut rien construire, on ne peut pas y aller. Et bah, qu'est-ce qui reste? Il reste la nature qui se développe sur cette partie-là. Et quand on considère un peu ce réseau, on se dit, ben, effectivement, autour de ce réseau du parcours, du feeder, ben, le jour où une grande plateforme bouge, eh ben, elle sera finalement reliée à ce grand réseau et on va venir en reconquête au fur et à mesure du temps, par opportunité, avec des outils qui sont mis en place qui permettent de répondre à telle ou telle situation. Hop, voilà. Donc, je reviens sur ces grandes parcelles. Et cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire on voit très bien finalement que la production s'est réduite. Pour la petite anecdote, le petit bâtiment que vous voyez au fond ici, qui est un bâtiment qui a peut-être 60-70 ans, avec une toiture qui n'a pas l'air bien solide, est l'endroit où on fait un des PVC les plus remarquables, je crois, en Europe. Et on est loin de l'image de l'industrie clinquante, mais plutôt, ben, ils font avec parce que la question économique industrielle est assez compliquée. Donc, le moindre tas de terre polluée pour faire un réseau ici est laissé sur place parce que l'évacuer coûte trop cher. Et donc, on s'est dit, ben,
tout comme il y a des greffes industrielles, eh ben, on va essayer de faire des greffes de paysages et de proposer aux industriels d'accueillir un paysage traditionnel qui pourrait être constitué à partir de terres fertiles qui seraient captées, et je vais vous expliquer pourquoi, et dessus on plante une biomasse et on produit cette biomasse, et c'est cette valeur de biomasse sur le long terme qui finalement donne une valeur financière à cet élément, mais qui a un intérêt, c'est qu'elle laisse une fertilité plus tard, ou en tout cas un élément qui est beaucoup plus positif et permet une occupation temporaire, notamment en paysage des sites. Alors à Lyon, on a ce qu'on appelle des limons profonds, c'est cette matière issue des glaciers qui pour l'instant est envoyée en décharge, c'est ça les limons. Et l'idée c'est de capter cette matière qui est vue comme un déchet et pourtant qui est essentielle à la fabrique des sols fertiles. Pour l'instant, quand on fait un projet de paysage, on prescrit de la terre végétale, et la terre végétale, elle a des prix différents suivant sa disponibilité. Et on sait que les prix augmentent de plus en plus parce que il y a beaucoup plus de préservation des surfaces agricoles, et c'est normal, en franges de ville, grâce aux trames vertes et bleues, par exemple. Et l'idée, et pourtant, il y a une demande beaucoup plus forte en ville de paysages, de plantations. Donc on a besoin de terres fertiles, mais on a moins de disponibilité. Donc forcément, offre et demande, hop, les prix augmentent. Donc comment on va faire pour pallier à cette question? Et nous, dans nos projets, on se retrouve toujours dans cette situation. Et pour vous donner un petit exemple, on a fait un parc ici, un parc Blandan à Lyon, qui est plutôt vu comme un parc à haute valeur écologique, ce qui est le cas dans une vieille caserne militaire. Et pour faire ce parc, on avait ciblé qu'on pouvait récupérer ces terres semi-fertiles de limon du grand stade qui allait être construit. Sauf que les temps du projet n'étaient pas les mêmes à 3 mois près, donc on n'a pas pu capter ces éléments. Ils sont partis en décharge. Ils sont partis, je crois, 200 000 mètres cubes de terre, de limon qui auraient pu être captés, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour les capter. Par contre, le parc, il a fallu 20 000 mètres cubes de terre pour le fertiliser, parce qu'on était vraiment sur un endroit très aride, notamment avec beaucoup de surface en béton. Et ces terres, on est allé les chercher partout dans la métropole et même à l'extérieur, et ça a représenté, je crois, 60 000 kilomètres de camions pour amener 15 000 mètres cubes à cet endroit-là. Donc, on a cette image du parc qui est très écologique, mais en fait, quand on soulève la couverture, le taux de carbone est catastrophique. Il y a eu des transports de terre, de graines, et tout ça n'a plus de sens. Donc, on s'est dit, peut-être dans la vallée peut servir à autre chose, et notamment d'être un gisement pour ces matériaux qui peuvent servir justement à créer de la terre fertile, ce qu'on appelle les technosols. Et ces grands tènements en attente peuvent être pour nous comme un gisement sur lequel on dépose des choses. Et on a regardé comment la métropole produisait finalement des déchets, entre guillemets, de terre, et les besoins qu'elle avait. Et a été mis en place parallèlement à notre travail un monsieur terre et monsieur matériaux à la métropole qui a un tableau Excel, pour faire simple, et qui essaie de regarder les entrants et les sortants, ce qui nous permet de commencer à inventer des filières de création de terres fertiles, ou en tout cas de captage de matériaux qui peuvent nous servir à la création de ces systèmes fertiles. Alors, je ne rentre pas dans le projet, mais on a fait tout un travail de recherche autour de ça avec des universitaires qui ont déjà, notamment dans l'Université de Lorraine, énormément avancé sur ces sujets-là. Mais l'idée, c'était de voir comment, en captant une ressource qui est considérée comme une décharge, comme un matériau allant en décharge, donc qui ne coûte rien, parce qu'on cherche à le capter, comment on pouvait, nous, le prendre, le valoriser et le redonner à la métropole et faire une économie circulaire, notamment autour de cette question des terres fertiles. Et quand on veut faire une économie circulaire, il faut des lieux de stockage, parce que sinon, ça ne marche pas, parce que l'offre et la demande ne sont jamais au bon moment et au bon endroit. C'est ce qui est résumé dans ce dessin entre offre et demande. Et ça, c'est le quotidien des métropoles, et c'est les choses qu'il faut organiser. Donc, ça te semblait intéressant de réfléchir à ces éléments-là et de se dire,
quand on a un énorme projet dans la métropole, comme l'ouverture d'un tunnel, comme l'ouverture d'une autoroute ou d'autres éléments, et que on a des matériaux comme les limons profonds qui sont évacués en décharge, et pourtant qui pourraient nous intéresser pour créer des sols fertiles, pour plus planter, pour proposer une acclimatation différente de la métropole, eh bien, on pourrait se servir des délaissés comme endroit de captage et de stockage de ces matériaux ressources pour le futur et proposer un paysage en transition pour l'avenir et d'aller puiser ensuite dans ces parties-là. Et c'est justement le rôle de ces parcelles qu'on retrouve ici, disposées à des endroits assez clés par rapport à ces parcours, qui nous semblait intéressant d'explorer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Les choses sont en place avec une économie qui est en train de se mettre en place, et notamment grâce à l'installation d'un démonstrateur, parce qu'on s'est dit, ben ça peut intéresser aussi les industriels pour valoriser leur image, parce que là, c'est des expériences et des délaissés qui sont plutôt dans des parties qui sont rachetées par la métropole, donc pour commencer. Mais les industriels pourraient tout à fait rentrer dans cette logique d'avoir des terrains qui ne sont pas valorisés pour capter des matériaux pour faire de la biomasse notamment, et pour fertiliser leurs terrains, même s'ils sont pollués, en tout cas, pour installer un paysage de transition. Alors, ce démonstrateur, on l'a mis dans un endroit assez atypique qui est le long de l'autoroute, dont les terrains appartiennent à la Compagnie nationale du Rhône, à la métropole et aussi à Arkema qui est ici. Et là, on a fait un travail grâce à cet appel à projet il y a 5 ans, et ce travail est en cours. Là, des terrassements sont faits, on plante à l'automne, de la production d'un paysage autonome, c'est-à-dire avec des matériaux qui sont captés après, notamment des graves qui sont captés après des pollutions de manière naturelle par des plantes, par Suez Industrie, ce qui nous donne des matériaux dépollués des hydrocarbures, ça nous fait une base de travail. Ensuite, on capte des bouts de papeterie dont les papeteries cherchent à se débarrasser. Donc, ça paye le transport et ça nous fait une bonne réserve d'eau mélangée à des composts qui sont aussi des déchets, mélangés à des limons qui sont aussi ces déchets. Et cette recette permet de développer un sol fertile sur 2 mètres de haut qu'on plante de biomasse. Et là, on a un opérateur privé qui porte ce projet et qui a un contrat sur entre 25 et 30 ans pour faire des récoltes de biomasse et ensuite donner cette biomasse dans les incinérateurs qu'on a pour intégrer ça dans le chauffage urbain. Donc, on est plus proche de la métropole, on crée une biomasse qui est beaucoup plus proche finalement des lieux de la demande, parce que la biomasse, pour l'instant, elle vient un peu de n'importe où. On a un endroit où, à la fin du contrat avec cet opérateur privé, il laisse les terrains fertiles en place, donc est payé finalement par ce contrat long terme, l'installation de ce mélange terreux, mais qui va rester à cet endroit-là, et ça nous fait une base solide pour ensuite pouvoir planter dans 30 ans ou habiter à cet endroit-là ou faire un parc. Mais en tout cas, les choses ont été payées finalement de manière alternative, et c'est ça qui nous intéresse, avec un paysage de transition qui pourrait ressembler à celui-ci, avec beaucoup de fertilité ou de plantation qui sera récoltée entre 5 et 10 ans sous forme de 3 rotations. Donc, on a toute une série de sites qui permettent de faire ces éléments-là, et notamment un site ici qui s'appelle Terre Fertile 2.0, dans lequel on a obligé, toujours dans notre appel à idées, à les grands majors du paysage de la région lyonnaise, les entreprises qui font justement de la production de terre fertile et qui l'utilisent pour les projets, de se rassembler entre elles et de faire un site de production justement de terre fertile à partir de ces matériaux qui vont en décharge. Alors tout ça est permis parce qu'on a réussi à faire classer la vallée comme une grande décharge. Et cet élément est assez intéressant parce que ça permet de passer des matériaux d'une parcelle à une autre. Sinon, à chaque fois qu'on sort un matériau d'une parcelle, eh bien, on serait à chaque fois dans une décharge, une autre décharge, et ainsi de suite, et on ne pourrait pas, on serait classé dans une codification qui ne nous permettrait pas ça. En classant l'ensemble de la vallée en décharge, ça permet d'être assez agile dans le transport des matériaux
et d'installer ces réseaux. Alors, ce n'est pas le réseau énergétique, c'est un réseau de filières autres, mais qui permet d'installer ce paysage plus temporaire et agile. Et voilà. Dans ces parcelles concernées, vous voyez, les parcelles concernées sont en zone rouge, donc elles sont détruites. L'État rachète ces terrains, indemnise les gens qui habitent là ou les industries, et le reste est friche. Donc, nous, ça nous intéresse parce que toutes ces séries d'éléments peuvent être valorisés en termes de production forestière et de biomasse avec un système privé alternatif qui laisse ensuite un leg, comme sur ces images, au fur et à mesure, et qui est un paysage d'accompagnement qui permet, avec le privé, de fertiliser finalement une partie de la vallée. Bien sûr, il y a des terrains pollués dessous, mais on ne dépolluera jamais la vallée de la Chimie, donc on pourra en tout cas se poser la question de ce qu'on fait de ces terres fertiles qui seront devenues assez rares plus tard, avec une petite image ici du projet qu'on fait sur Confluence, avec cette fabrique à terre, avec les mêmes typologies, et ces endroits qui commencent à être plantés justement avec ces végétaux pour ensuite de la récolte. Donc, il y a tout un processus de déconstruction, de fertilisation, de mise en défense, de paysagisement, même dans la déconstruction des éléments qui sont en place, des bâtiments. On essaie de recycler au maximum les choses pour faire avec, pour avoir une empreinte carbone minimum. Et ça pose toute une série de questions, notamment de gouvernance, d'exploitation, de juridique, qu'on lève au fur et à mesure du projet en avançant avec main dans la main avec la maîtrise d'ouvrage. Ce qui nous permet d'installer cette percolation d'un processus de production de paysages fertiles, production de valeur qui nous permet d'être prêts pour l'avenir avec des outils intéressants. Voilà. Alors, je vois que, Joël, j'ai parlé pendant 1 heure. J'avais une seconde partie beaucoup plus courte, mais qui était l'application pendant 20 diapos, je crois, de ce processus sur justement un projet public qui est le champ de la confluence. Je ne sais pas si vous voulez que je le présente ou si on passe aux questions. Non, je pense que tu peux le présenter parce que justement, c'est assez exemplaire. Donc, s'il y en a pour quelques instants. Oui, je vais faire rapide et puis on est dans la continuité. Donc, vous voyez ces parcelles dont on a parlé, ces fils voilà, où j'ai beaucoup insisté, ce démonstrateur qu'on a ici, ces opportunités foncières. Et puis, on a gagné ce projet qui s'appelle Le Champ à la Confluence. Donc, c'est la fin du projet Confluence que vous connaissez peut-être. Alors, on va le regarder dans 1 minute, mais j'ai oublié effectivement de montrer ces 2 images qui, pour nous, sont sont le projet de paysage, c'est-à-dire à la fois un projet de paysage classique, on va dire, d'accessibilité, de mobilité, de valorisation des choses en place. Ça, on sait faire. Et à ça se superpose un autre projet de paysage qu'on a symbolisé par ces pixels, qui sont les opportunités spatiales de cette production de paysages productifs au fur et à mesure des demandes et des opportunités, pour arriver à la fin à cette image d'Épinal complètement incongrue, mais qui est la préparation du sol pour l'avenir. Alors effectivement, le champ de Confluence, ce champ qui me porte assez mal son nom, qui est ce site qu'on a à la pointe du projet de Confluence. Ici, il y a le musée des Confluences, la confluence entre le Rhône et la Saône de l'autre côté. C'est un endroit qui est assez atypique. C'est l'ancien marché de gros de Lyon. On a des voies ferrées, on a ici tout le centre-ville de Lyon. Et c'est un endroit qui est dans la continuité de cette grande presqu'île lyonnaise qui n'a cessé de repousser finalement la confluence des fleuves au fur et à mesure, parce qu'au Moyen-Âge, je crois que la confluence était ici, et sous les Gaulois et les Romains, elle était beaucoup plus haut à cet endroit-là. Donc c'est un sol qui a été remanié énormément, et il y a eu un grand projet urbain il y a une vingtaine d'années qui a permis de développer Confluence 1 ici, avec un projet notamment de Michel Desvignes sur les berges là, qui est assez remarquable, et ici Confluence 2 avec un projet urbain de Herzog et de Meuron, avec justement aussi Michel Desvignes, avec un choix et un parti pris de réserver 5 hectares au bout, avec des pavillons plutôt, et un endroit très planté, qui est appelé le champ, mais pas le champ agricole, le champ au terme de campo. Le campo, c'est la référence à Venise, là où il y a la Biennale d'architecture, avec ces pavillons dans un bois, finalement. Et le projet, c'est ça, c'est un bois au bout de la ville, ou à l'entrée plutôt de la ville, devant le musée des Confluences.
Alors le site actuellement, c'est celui-ci, un site plutôt voilà, abandonné. Et l'idée, c'est d'en faire aussi une icône, une ambassade de la nouvelle image de l'entrée dans la ville et de la métropole, avec cette statue de la ville verte, et autour de ces questions du bois urbain. On s'est posé beaucoup de questions sur les valeurs de ce bois et notamment aussi de comment on allait le fabriquer parce que ça consomme beaucoup de terre et cette terre, on ne voulait pas qu'elle provienne des champs autour pour déshabiller l'un pour ramener plutôt au centre, mais faire les choses de manière plus logique. Et c'est pour ça que le projet de la vallée est assez lié à ça parce que dans cette idée que la vallée de la chimie, dans sa production de paysages productifs, serve de production justement de fertilité pour servir les projets de la métropole, et bien là on avait l'occasion d'expérimenter ces éléments. Alors le plan, je passe très rapidement, c'est celui-ci, un plan de bois avec quelques pavillons, aucun véhicule, tout arrive sur le côté, entièrement piéton, une méga fosse de plantation de 5 hectares qui est sans doute une piste de certains quartiers acclimatés. Alors, on a pu le faire parce que les choses sont beaucoup plus denses en amont dans le quartier, en gardant certains bâtiments existants, mais en tout cas, cette entrée boisée qui va voir le jour, notamment avec l'arrivée de l'autoroute ici, qui va être déclassée aussi, et qui va permettre de venir reconquérir au fur et à mesure les choses dans le long terme, avec ces images qu'on voudrait dans le long terme, c'est-à-dire des bâtiments à l'intérieur d'un système boisé, avec une image parfois de sentiment de nature un peu plus forte. Et donc, on a voulu faire ce projet en économie circulaire autour de tous les matériaux qu'on va produire à cet endroit-là, et notamment la production de terres fertiles à partir de ces matériaux captés dans la vallée qu'on ramènerait ici, mais aussi de ces fabriques à terre fertile qu'on ferait sur place en captant ces matériaux. Et voilà, on a cherché à faire ces recettes et on a trouvé comment faire des appels d'offres cadrés pour capter les matériaux d'un bassin de rétention qui devait aller en décharge. Hop, on capte ces éléments, on les dépose, on fait un marché pour faire les mélanges sur place, on laisse les choses mûrir vu que c'est un projet qui va se faire sur un certain temps. Et par ce travail-là, on peut économiser le décapage de 15 hectares de terres agricoles qu'il aurait fallu capter à un endroit. Alors, c'est pas souvent les terres sont décapées parce qu'il y a un projet ailleurs. Mais l'idée, c'était aussi de ramener dans le giron des paysagistes, des entreprises de paysage, la question de la terre et du sol, et de le sortir du giron des terrassiers qui prennent ça comme une valeur, comme un élément à vendre dans un sens et dans l'autre. Et finalement, le sol n'a aucune valeur. Alors que, vous savez très bien, le sol a une valeur vivante. Et l'idée, c'était de retravailler cette valeur vivante et d'en faire des lieux d'attente, notamment de production de pépinières d'attente au fur et à mesure. Alors, ça a donné ce travail-là que vous voyez. Alors, pour l'instant, ça, c'est pas très sexy. Effectivement, on a 3 couches de sol. On a essayé de reconstituer justement des horizons de sol comme dans la nature, c'est-à-dire une couche très vivante en surface, une couche intermédiaire et une couche de limon profond à chaque fois, parce que quand même, quand on fait un projet de paysage, c'est un peu absurde. On prend de la terre de surface sur 30 cm qui est très vivante, et puis on la met en fond de fosse à 1 mètre de profondeur, et donc on l'éteint. On éteint le système vivant. Et ça, c'est une manière de faire du paysage qui était valable quand il y avait beaucoup d'extensions de villes et quand il y avait beaucoup de production de terre possible, mais en tout cas, ça n'a plus de sens. Et donc, on a essayé de travailler ce projet autour de cette captation des matériaux pour ne pas aller les prélever et pour avoir un bilan carbone assez intéressant. Donc, pour cette première phase, elle est construite, c'est celle-ci. C'était à la place d'un grand parking dans lequel on a fait en surépaisseur de ce qui existe pour là aussi ne pas évacuer de matériaux. C'est ce qu'on pourrait faire dans la veille de la chimie, par exemple. On a reconstitué ce sol, ce technosol issu de déchets et de bouts de papeterie qu'on a planté fortement en bois en attendant l'arrivée à des endroits de certains bâtiments, et on a travaillé autour d'un lieu de programmation qui s'appelle la station MU, qui est faite pour durer un certain nombre d'années, qui récolte, on va dire,
toutes les envies d'une ville plus verte, d'une réflexion sur justement une économie différente et circulaire, qui est un lieu d'échange programmable, qui est un outil pour la SPL Confluence pour justement programmer différemment les choses et qui ensuite disparaîtra, fera sa mue justement et laissera peut-être la place à un petit bâtiment à cet endroit-là. Donc voilà, ça donne cette espèce d'île enclavée qui est un laboratoire pour nous d'expérimentation de ces sols parce que reconstituer des sols en place, c'est assez difficile. Il y a peu de vie bactérienne, notamment à partir des matériaux issus, on va dire, de décharges, mais ça marche bien. On s'est fait suivre par des agronomes. Il y a toute une série d'actions et d'événements qui ont été faits. Et maintenant, à côté, on a mis effectivement ces andins en place qui sont d'autres captages qu'on a réussi à faire, qu'on fait mûrir, comme on ferait mûrir autre chose. On a 2000 mètres cubes ici, qui vont durer Voilà, on voit que les images ont évolué en termes de plantation. Alors, ça nous sert de zone test aussi, c'est pour ça que des choses sont bâchées sur des parties. Mais en tout cas, cette terre s'installe avec sa vie et sera utilisée ensuite dans le futur projet. Mais ce qu'on apprécie, c'est que tout ça devait partir en décharge et donc on est plutôt positif sur le bilan, notamment carbone, et sur la démarche. Et puis, si je termine sur ce planning, alors on avait cette grande surface inerte, complètement stérile, mais on a cherché, on a fait des fouilles pour voir s'il n'y avait pas quand même des sols éteints, il n'y avait rien du tout. On a commencé à installer la reconquête par ce parc de la station MU, fertile, expérimentale. On installe la plateforme de terre fertile qui va permettre justement de reconquérir et de maturer les sols pour le reste. On installe des pépinières provisoires aux opportunités ici, dès qu'on peut en glisser entre certains bâtiments qui vont produire les végétaux qu'on pourra mettre ici. On installe d'autres pépinières dès qu'il y a libération et pour protéger, pour s'installer aussi, pour commencer à prendre part sur des endroits dès qu'il y a une libération, avec des pépinières plutôt de jeunes plants, c'est-à-dire de plantes plus jeunes qui vont mettre plus de temps à pousser et qui permettront d'être matures quand le projet sera mature, dans 3 ou 4 ans, mais ça fait un paysage de transition. Et ensuite, à chaque libération et rénovation, on installe le paysage au fur et à mesure pour arriver à la fin à cette condition de bois entièrement construite à partir de matériaux de recyclage. Voilà, je voulais vous montrer cette illustration finalement de la démarche qui est inspirée par la vallée de la chimie, qui nous sert de réservoir et d'expérimentation et comment on peut l'appliquer dans les projets de la métropole avec la grande idée, c'est qu'on oblige maintenant tous les maîtres d'œuvre, y compris nous, tous les maîtres d'œuvre, à prendre que des terres issues des matériaux terreux issus d'économie circulaire, ne dégradant pas notamment les franges de ville. Voilà, il y avait beaucoup de choses, mais j'espère que vous avez compris, et puis on peut passer, si vous voulez, à des réactions. Eh bien, Bertrand, très, très, très grand merci pour la richesse de ta présentation, parce que je pense que effectivement, ça nous a ouvert des horizons très intéressants pour l'avenir. Et notamment, je trouve que l'idée d'économie que vous êtes arrivé à aborder et à mêler dans le projet de paysage est quelque chose excessivement pertinent. Et notamment, je me place dans le cadre des directives européennes visant le zéro artificialisation nette, où effectivement, dans les prochaines années, la source des terres agricoles que l'on va capter à l'extérieur va se tarir fortement, puisque le but, justement, c'est de ne plus aller en capter par des nouveaux projets à l'extérieur. Et donc, de manière assez pionnière, vous êtes en train de mettre en place une toute nouvelle filière de gestion des sols et pour répondre à toute une série de besoins, qu'ils soient urbains, qu'ils soient autres. Et je trouve qu'en cela, c'est assez remarquable que des paysagistes arrivent à mettre en place une toute nouvelle filière économique. C'est peut-être inattendu et c'est peut-être pas ce qu'on pourrait imaginer directement quand on parle des paysages. On regarde ça parfois avec certains dédain. Dans le cadre de certaines institutions, même dans le cadre de certains privés, qui regardent le paysage comme étant la cerise sur le gâteau dont on pourrait se passer, mais ici, justement, ça renverse la pensée, ça renverse la philosophie pour montrer que les choses peuvent aussi servir à la collectivité de manière très, très large. Un tout grand merci pour ça. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui sont en train d'arriver.